encore quelques minutes avant d'aller à la boulangerie. Chercher le gâteau de Mathéo. Oh, Mathéo. Oh là là, mon fils a déjà 30 ans. Qu'est-ce que le temps passe vite quand j'y pense. Par où nous sommes passés. Oh, quel parcours il a eu. Nous avons rencontré tellement de professionnels, tellement de professionnels. Oh, quand j'y repense, des structures et des services. Madame Desmaréco. Ah, celle-ci, je m'en souviendrai toujours. La première qui nous avait parlé à mon mari et moi du milieu spécialisé. Il était en classe. C'était compliqué. C'était compliqué, me disait-elle. Mais c'est vrai que mon mari, on se disait à la maison, on le voyait. C'était compliqué. Alors, compliqué, effectivement. Il avait des hypersensibilités. Le moindre bruit l'agaçait. Il n'arrivait pas à gérer quand il se trompait en classe. Les enseignantes, elles ont essayé de faire ce qu'elles pouvaient, mais c'était compliqué. Madame Desmaréco nous avait parlé, effectivement, du milieu spécialisé. L'Ulysse. Oh, l'Ulysse. On a découvert ce que c'était que l'Ulysse. Une Ulysse. Alors là, avec mon mari, quand on a entendu ce mot, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Madame Desmaréco nous avait expliqué. Petite classe, ça irait bien mieux à Mathéo. Quand il y a trop de bruit, puisque l'enseignante criait souvent. Effectivement, il y avait une classe bruyante. Alors après, est-ce que c'était la maîtresse qui criait trop, les enfants qui étaient trop bruyants? Bon, on n'a jamais su vraiment. Bon, en même temps, peu importe. Mais il est vrai que l'Ulysse, c'est une petite classe qui pouvait convenir à Mathéo. Moins de personnes. Et puis les AVS. Ah, les AVS. Alors j'ai découvert ce que c'était que l'AVS. Et j'ai fait une belle rencontre. Louise l'AVS. Une AVS qui n'y connaissait absolument rien à l'autisme de mon fils. Et pourtant, c'était une femme très intéressante. D'une bonne intelligence, puisqu'elle a voulu apprendre qui était mon fils, Mathéo. Pour ça, elle s'était rapprochée du CRA, je me rappelle très bien. Elle a contacté le CRA, elle a été elle-même sur son temps personnel, ce qui était quand même extraordinaire, au centre de documentation. Elle a pris de l'information, elle s'est mise en lien avec le CRA et il y a eu des sensibilisations en classe. Des sensibilisations auprès du corps pédagogique, mais aussi des camarades pour les classes d'inclusion. Et puis aussi le CESAD. Oh là là, le parcours du CESAD. Puisque Madame Desmaréco nous avait aussi conseillé, je me rappelle bien. Oh, l'Ulysse et puis le CESAD. Le CESAD, découvrir. Alors on va pas passer par tout ce qui est MDPH. Oh là là, la catastrophe, la MDPH. Mais bon, ça, malheureusement, bon, chacun travaillait à son rythme. Ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient. Mais le CESAD, une fois qu'on a enfin eu une place pour Mathéo, c'était super. Une équipe pluridisciplinaire, bienveillante. Et qu'est-ce qu'ils ont travaillé avec Mathéo? Mathéo a dû apprendre énormément de choses. Il a dû apprendre à se poser en classe. Déjà, se poser en classe, qu'est-ce que ça doit être compliqué pour lui quand j'y repense? Oh, gérer le bruit. Alors, c'est vrai que nous, à la maison, on était tout le temps constamment sur son dos, à lui dire, voilà, mets-toi de côté, va dans ta chambre si tu as besoin. C'est pas la peine de te mettre en crise, mais c'était tellement compliqué pour lui. Et puis l'Ulysse et le César, ils ont fait un travail formidable. Ils lui ont appris à gérer, on va dire, ses hypersensibilités. C'est comme ça qu'ils les appelaient. Alors, on ne connaissait absolument pas du tout cette terminologie. Et son casque anti-bruit, au début, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée farfelue d'un casque anti-bruit? Pour nous, c'était dans les chantiers. Et non, au final, on a découvert cet outil formidable. Et il a appris aujourd'hui à le gérer de lui-même. Il a appris à se connaître, à savoir les milieux qui étaient plus difficiles pour lui d'un point de vue sensoriel. Il a appris à utiliser des outils, et ça, c'est extraordinaire. Mais pas que. Quand j'y pense, à l'école, il avait des bonnes capacités pédagogiques. Et puis en même temps, c'était notre petit clown à la maison. Tout un débat le matin pour s'habiller, ne pas savoir mettre ses lacets, du n'importe quoi, ses boutons le lundi avec le mardi. C'était tellement compliqué. Le CESAD, ils ont travaillé avec ça parce que, je ne vous cache pas, chercher des baskets avec des scratchs, quelle masse à faire. Là, au moins, c'est bon. Il sait s'habiller seul. Et puis, on a encore autre chose quand même dans son parcours. Les groupes d'habileté sociale. Qu'est-ce que c'est cette histoire? On parle de groupes d'habileté sociale. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi? Ça existe où? Et on a fait une formidable rencontre. Encore une fois, heureusement, on a des bons professionnels. L'as des as. Alors là, la belle rencontre. Et là, mon enfant qui apprend à converser, apprendre à se connaître, à pouvoir exprimer ses émotions. Qu'est-ce que c'était compliqué? Exprimer ses émotions. Essayer de comprendre aussi nous-mêmes quand on avait une colère, une tristesse, et puis que sa sœur, c'était très compliqué. Et là, avec la ZESAS, ils ont travaillé ça. Elles étaient formidables, les animatrices, et surtout, ce qui est formidable dans ce beau parcours, c'est qu'il s'est fait des copains. C'était pas gagné de se faire des copains. Quand j'y repense, les réunions de famille, et puis le mariage de ma nièce, oh là là, c'était catastrophique.
essayer de jouer avec ses cousins, ses cousines, enfin, il n'y arrivait pas. Et là, avec la Zézas, il a appris à faire tout ça. Il a bien évolué quand j'y pense. Il a appris énormément de choses. Les compétences sociales, apprendre à être autonome. Alors bon, c'est vrai, à 30 ans, la machine, c'est pas encore son fort. Mélanger le linge plutôt blanc et le linge de couleur, on n'y est pas encore. Mais quand j'y repense, il a eu un très beau parcours d'apprentissage. Il a appris énormément de choses. Et je sais qu'il apprendra encore beaucoup de choses. Alors, il a fait des belles rencontres, c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde. Mais finalement, il a eu un très beau parcours. Il a appris tellement de choses. Je suis fière de mon fils. Bon, c'est pas tout, mais il faut que j'y aille. Allez, il est l'heure. Merci beaucoup pour cette scénette qui est plus vraie que nature. Les personnes avec autisme sont souvent en grande difficulté pour acquérir les qualifications proportionnelles à leurs réelles compétences. Les conditions d'apprentissage, de contrôle des connaissances et d'examen leur sont souvent en fait très défavorables. Alors, le Royaume de Belgique, qui est reconnu pour son système éducatif adapté à chaque enfant et pour l'accueil des personnes en situation de handicap, mais peut nous inspirer, parce que de nombreuses familles françaises confient leurs enfants aux institutions belges. Le modèle belge de formation continue dédié aux personnes en situation de handicap semble être un système efficace, donnant une vraie formation continue, adaptée, consistante et qualifiante. Alors, à ce propos, appréciant l'accueil respectueux de la population et de l'administration, Joseph s'est finalement installé en Belgique et peut-être c'est ce qui a permis qu'il étudie un petit peu plus précisément ce système, en particulier donc le système éducatif donc pour les personnes continues. Et il nous présente maintenant différentes manières d'apprendre tout au long de la vie. Et je lui laisse la parole très volontiers. Pardonnez. Bonjour à tout le monde, c'est une joie d'être des vôtres. Si vous le permettez, on peut commencer par une question. Qu'est-ce que l'on peut attendre de notre vie ici-bas ? Qu'est-ce qu'on peut viser en termes d'objectifs à atteindre ? Peut-être que l'une des choses à faire, l'une des choses les plus importantes, en tout cas l'une des choses qui construisent le mieux la vie, c'est l'apprentissage. Savoir apprendre, savoir peut-être se construire, savoir se reconstruire. Et à ce niveau-là, je crois que nous avons un sacré défi, notamment quand on est porteur d'un handicap. Dans le monde de l'autisme, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai. Généralement, sinon quasi systématiquement, les choses ont été bâties à partir de l'enfance. Ce qui est une bonne chose, parce que c'est très nécessaire. Mais néanmoins, dès lors que vient l'âge adulte, que va-t-on faire ? Et on voit à quel point notre système de prise en considération de l'autisme est douloureusement décalé, inapproprié à ce niveau-là. Et j'oserais dire, toujours à titre introductif, que peut-être avant, naguère, il y avait davantage de marge de manœuvre. Je m'explique. Dans le cadre d'une web-série de Toulousaine, mais peu importe les détails, j'ai la chance de rencontrer entre autres, des personnes âgées, très âgées, qui ont œuvré dans le domaine du handicap il y a, que sais-je, 60 ans, parfois même un peu davantage. Et il est stupéfiant de comparer le monde, y compris le monde du médico-social de naguère, d'un naguère pas si éloigné d'ailleurs, à celui que l'on connaît aujourd'hui. Permettez peut-être de vous taquiner sur plusieurs petits points. Et cela nous mettra en lumière cette différence abyssale entre ce qui était et ce qui est aujourd'hui. Est-ce que vous saviez
que les fameux asiles d'aliénés, qui certes n'étaient pas des lieux réjouissants, mais est-ce que vous saviez que les fameux asiles d'aliénés étaient des lieux ouverts? C'est-à-dire que n'importe qui, à n'importe quel moment, pouvait entrer-sortir des fameux asiles. Et c'est d'ailleurs pour cela que les seuls murs qu'il y avait, c'étaient des murs décoratifs. C'est tout à fait frappant. Et à titre personnel, je m'étais un peu mis en tête d'explorer certains asiles historiques alors dans différents lieux du monde, alors à Fès, au Maroc, qui était un peu sans doute le plus ancien asile psychiatrique au monde, Bergen en Norvège, etc. Ces lieux étaient véritablement ouverts. C'est assez frappant. Donc à ce titre-là, on voit comment il y a eu une sorte de basculement. Alors un basculement qui ne s'est pas fait en un jour. Il y a encore quelques établissements médico-sociaux en France aujourd'hui qui sont intégralement ouverts, c'est-à-dire sans clôture, etc. Mais ça devient franchement rare. Et pour avoir discuté avec les responsables, souvent ils font l'objet de toutes sortes de pressions pour établir justement des grilles, pour établir des grillages, etc. D'ailleurs, des grilles et grillages qui grandissent au fil des années. Également, est-ce qu'on se rend compte, toujours pour vous taquiner un peu, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une soixantaine d'années, il était relativement, je dirais, marginal d'avoir un compte bancaire. Vous voyez, la plupart des gens n'avaient pas de compte en banque, C'était la vie normale. Alors pourquoi en situation de handicap ce point-là peut être cité? Tout simplement parce que cela montre le niveau, on va dire, de compétences bureaucratiques nécessaires à la survie qui augmente d'année en année. Et plus ce niveau-là augmente, plus on met de côté un nombre croissant de gens. Mais bien entendu, leur cas de figure n'a pas été envisagé lorsque les comptes en banque ont été généralisés. Également, peut-être, ce qui est très frappant quand on discute avec des anciens responsables du secteur médico-social, c'est de voir à quel point on a perdu cette notion de bricolage heureux. Voyez, il y a 50, 60 ans, parfois même plus récemment que cela, la vie dans le médico-social, c'était l'expérimentation permanente. On pouvait faire quasiment tout. On pouvait décider sur un coup de tête d'aller faire 2 semaines de camping avec les personnes. Voyez. On pouvait imaginer toutes sortes d'arrangements pour faire la cuisine. On pouvait, je dirais, recruter à peu près n'importe quel profil. Et on pouvait arranger les locaux comme on l'entendait et porter presque n'importe quel projet, soit d'établissement, soit de service, vers sa réalisation. C'est assez stupéfiant, mais ce n'est pas si vieux que cela. De nos jours, le monde a changé. De nos jours, votre projet doit impérativement se conformer à un certain cadre de plus en plus restrictif défini par des instances diverses. Alors, généralement, on cite avec terreur le sigle ARS, mais il y en a tant d'autres. Chacun veut avoir sa part de réglementation, sa part, on va dire, presque de contrôle. Et peut-être, c'est une hypothèse personnelle, mais une hypothèse qui me semble néanmoins plausible, peut-être que la très grave crise de recrutement dans le secteur du médico-social qui fait que les établissements deviennent dysfonctionnels faute de professionnels. Peut-être que cette très grave crise de recrutement est justement liée à cette absence aujourd'hui de ces bricolages heureux de naguère. Parce que, soyons honnêtes, comment est-ce qu'on va attirer des troupes, motiver des troupes dans le secteur du handicap ? On ne va pas devenir milliardaire en travaillant dans le secteur du handicap. Donc, faire miroiter des milliards, ça, on ne le peut pas pour attirer des gens. Par contre, ce que l'on pourrait faire, c'est par exemple dire aux gens, si vous venez travailler dans le secteur du handicap, on pourra vous proposer des activités qui sortent totalement de l'ordinaire. On va vous faire rêver. Vous pourrez faire partie d'un projet de choc. Vous pourrez faire partie, par exemple, d'une expérimentation
innovation qui n'existe nulle part ailleurs. Comme cela, je crois qu'on peut attirer, qu'on peut motiver les gens. Si par contre, on vous dit que vous serez le 6e assistant du 38e bureau communal de la 36e antenne régionale du dispositif, interplan du 5e... Enfin, ça ne motive personne, quoi. Et j'oserais dire même c'est très chiant, même quand on est bien payé, quoi. Ce qui n'arrive pas dans le secteur du handicap, évidemment, quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je suis convaincu qu'une grande partie de la crise de recrutement et donc de fonctionnement des services, des établissements dans le handicap sont précisément liés à cette volonté d'étouffer la possibilité d'une innovation. Et justement, la deuxième grande conséquence funeste de cette réglementation, c'est celle par rapport au sujet que je me propose d'aborder aujourd'hui, donc le sujet du devenir adulte. Devenir adulte dans tous les sens des termes. Donc c'est une sorte de petite exploration que je vous propose, sachant que le plus intéressant, ce seront naturellement les questions et le dialogue que nous pourrons avoir ensuite. Alors, tout d'abord, il y a quelques mythes que l'on devrait essayer de lever sur le devenir adulte. À mon avis, premièrement, il n'y a pas d'apprentissage linéaire dans le monde de l'autisme. Parfois, on croit que, par exemple, l'enfant, puis l'ado, puis l'adulte va apprendre tout au long de ses journées, et ça de plus en plus fort pour gérer les situations de la vie. En fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a certes une sorte de tendance ascendante, du moins on l'espère, mais il y aura de très nombreuses rechutes. Elles sont quasiment inévitables. Il y aura des sales moments, quoi. Et la particularité des gens autistes, je crois, du moins pour la grande majorité, c'est lorsqu'il y a ces moments de rechute, la personne non seulement va mal, évidemment, comme n'importe qui, mais par ailleurs, cette même personne semble perdre des compétences sociales, semble perdre des compétences linguistiques par la même occasion. Alors que, par exemple, des gens non autistes, on va dire, en phase dépressive, peuvent conserver ou conservent leurs compétences de communication, d'interaction. Il n'y a pas d'apprentissage linéaire des compétences. Également, autre mythe dont on devrait essayer de se sortir, les gens autistes en devenant adultes ne deviendront pas des copies parfaites d'un idéal qu'on essayait de plaquer sur eux. Avoir cette idée-là, c'est aller à l'échec. Alors, certes, on veut le meilleur pour son enfant, mais il faut savoir que ça ne se passera jamais comme prévu. Et c'est une bonne nouvelle, à mon avis d'ailleurs, lorsqu'on finit par s'en rendre compte. Peut-être aussi une chose, c'est que dans l'immense majorité des cas, il y a un grand décalage, je dirais, entre l'enfance et l'âge adulte, en ce que les personnes adultes autistes, en général, lorsqu'elles n'appliquent pas un certain code social, c'est non pas qu'elles ne le connaissent pas, mais c'est qu'elles refusent de l'appliquer. Voyez, pour des raisons diverses, on va essayer de les explorer. Mais voyons tout d'abord ce point-là. Généralement, quand par exemple un enfant autiste commet une gaffe sociale, on se dit « Ah, il ne sait pas dire bonjour ». Voyez, mais donc on va le lui enseigner, donc il saura dire bonjour. Mais à l'âge adulte, généralement, lorsque la personne, on va dire, ne fait pas le bonjour ou la salutation attendue, c'est que cette même personne, on lui a sans doute appris, mais simplement pour diverses raisons, elle refuse de l'appliquer. Alors, quelles sont les raisons? Chacune des personnes peut y répondre à cette question, mais je pense qu'il y a un effet, pour ainsi dire, pervers de long terme de l'accumulation des apprentissages sociaux. Alors, la phrase dite comme ça peut être inquiétante, mais rassurons-nous. Alors, ce qu'il faut peut-être dire par là, et je regrette que hier, Morgane Aubino n'ait pas pu être des nôtres, parce que Morgane Aubino, je crois que c'était quand même l'un des points majeurs de ces différentes recherches. Alors, pardonnez si je me fais mauvais interprète des recherches de Morgane Aubino, mais néanmoins, je crois que ce qu'elle a montré, c'est que parmi les personnes
adultes qui sont, on va dire, les plus malheureuses figurent généralement les personnes qui ont eu le plus d'apprentissage de compétences sociales. Voyez. Pourquoi cela? Pour plusieurs raisons. D'une part, lorsqu'on est, on va dire, une personne adulte et lorsqu'on est confronté aux exigences d'une vie, on va dire, dans un monde non autiste, eh bien, dès que l'on essaye de jouer le jeu des compétences sociales, on sera jugé très durement. C'est le principe, par exemple, de l'étranger qui essaye de parler le français face à un gendarme français, quoi. C'est la gaffe à ne jamais commettre. Voyez. Si vous êtes étranger en France et si vous vous faites arrêter par un policier ou gendarme, ne faites surtout pas semblant de savoir parler le français, quoi. Voyez. Parce que dès lors que vous commencez à parler le français, eh bien, vous serez très durement jugé à chacune de vos fautes linguistiques. Voyez. Parce que le critère de jugement du gendarme changera. Hein. Et donc, si par exemple vous êtes adulte autiste et que vous ne jouez pas du tout le jeu des interactions sociales, ben, vous serez jugé bizarre, hein, par la collectivité, mais vous serez peut-être jugé moins durement que si vous essayez de jouer le jeu des compétences sociales et que vous faites des gaffes, quoi. Voyez, hein, parce que là, vous serez considéré comme malpoli, vous serez considéré comme, en tout cas pas comme quelqu'un qui fait des efforts de socialisation, hein, ce qui est très paradoxal. Donc cela, pour ainsi dire, ça ne motive pas les personnes autistes adultes à faire usage de la totalité des compétences sociales qu'on a pu acquérir. Hein. Ça, c'est peut-être un premier point. Un deuxième point à prendre en considération aussi, c'est que quoi que l'on fasse, on ne sera pas aussi compétent dans le jeu social que des gens non autistes. Avec tout le respect et l'affection due à ma sœur qui est prof de japonais, elle connaît bien sûr le japonais d'une façon exceptionnellement bonne. Elle a toutes sortes de connaissances sur le Japon, mais évaluée sur des critères japonais, elle restera toujours moins compétente qu'une vraie japonaise, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, dès lors, il faut savoir que même en faisant beaucoup d'efforts, on ne parviendra jamais à un stade de fonctionnement comparable à celui des personnes non autistes. Et c'est, je crois, ici d'ailleurs, si vous me permettez la remarque grinçante, que se situe une critique possible du coaching. Hein, voyez. Dès que l'on parle, on va dire maintenant du devenir adulte, tout de suite il y a le mot coaching qui vient à l'esprit. Mais l'idée du coaching, c'est que la personne coachée puisse devenir suffisamment fonctionnelle par elle-même pour justement être semblable à je ne sais qui d'autre. Hein. En quelque sorte, le coaching, c'est la négation de l'idée d'inclusion, hein, parce que l'idée d'inclusion, c'est que l'environnement doit s'adapter à la personne. Hein, voyez, donc bon, et ce n'est même pas le moment d'aborder toutes les dérives qui existent dans le monde du coaching, mais c'est peut-être encore un autre débat. Hein. Également, pour revenir à cette question d'acceptation du jeu social et de l'acceptation, on va dire, de la mise en œuvre des compétences sociales que l'on a pu acquérir, il y a un point que l'on n'aborde jamais. C'est que si vous êtes adulte et que vous avez eu la chance d'avoir de très très bons apprentissages des compétences sociales, si par ailleurs vous avez pu au cours des années perfectionner toutes ces compétences et ces compétences sociales notamment, hein, eh bien, même si vous réussissez à les mettre en œuvre, eh bien, vous aurez un sentiment absolument détestable que votre vie est artificielle. Vous aurez l'impression que votre vie est en fait une scène de théâtre, une improvisation de théâtre, si vous le préférez. Hein. Et cela ne vous motivera certainement pas à continuer. Évidemment, quand je dis cela, j'ai en tête ces personnes autistes qui, il y a quelques années, étaient très visibles et très connues dans le petit monde de l'autisme. Vous voyez, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ces fameux grands adultes autistes que l'on voyait dans les premiers colloques, que l'on voyait parfois dans les médias, etc. Pourquoi est-ce que ces gens-là ont totalement disparu de la scène, quoi, hein? Bien sûr, chaque
parcours de vie est individuel, mais je crois, pour avoir fréquenté et continué de fréquenter certains de ces anciens grands noms du petit monde de l'autisme en France, je crois pouvoir dire que l'une des grandes raisons, c'est ce sentiment de profonde absurdité qui finit par envahir votre vie dès lors que vous essayez en permanence du matin au soir d'appliquer à la façon d'un script informatique ou à la façon, on va dire, d'une pièce de théâtre, un certain nombre de codes, de compétences que vous devez faire parce que c'est un peu comme cela que la société doit fonctionner. Il y a un vrai défi à ce niveau-là. Non, je ne prêche pas, je ne prône pas la désocialisation au fin fond de la forêt, voyez, mais simplement il y a un entre-deux qui peut-être doit être imaginé, doit être en tout cas rendu possible pour les personnes. Alors, quand on parle d'accepter le devenir adulte, de prendre en compte le devenir adulte des gens, il y a un point où peut-être les blocages sont les plus forts. C'est d'accepter la personne adulte en tant que capable de prendre des décisions sur sa propre vie. Alors, quand on le dit sous cet angle, tout le monde dira « mais évidemment, je souhaite que la personne puisse avoir la meilleure autonomie ». Mais en êtes-vous si sûr? Le mot autonomie au sens étymologique, cela désigne le fait de pouvoir se donner à soi-même sa propre loi. Voyez. Donc l'autonomie, ce n'est pas de savoir aller aux toilettes, certes c'est très bien, mais la véritable autonomie, c'est de pouvoir décider de ce que l'on va devenir, y compris et surtout dans les grandes décisions. Et à ce niveau-là, je crois que tout le système du handicap tel qu'il s'est construit est relativement, voire parfaitement hostile à cette idée. Je m'explique. Peut-être avec un souvenir, une image, ça sera plus simple. Il y a sur les hauteurs de Genève, à quelques pas de la frontière française, mais côté suisse, un village qui s'appelle Aigues-Vertes. A-I-G-U-E-S, c'est au pluriel verte, comme la couleur, au pluriel féminin. Et donc ce village-là, d'Aigues-Vertes, c'est un village où il y a à peu près la moitié, un tout petit peu plus, d'habitants en situation, on va dire, de non-handicap et quasiment la moitié de personnes en situation de handicap. Voyez. Alors, ça, c'est le vocabulaire administratif parce que localement, tout le monde est villageois. Alors, vous me direz, ce genre de, comme on peut dire en France, peut-être ESAD rural, ça existe. Mais en fait, non, ce n'est pas un ESAD rural. Pourquoi? Parce que les villageois, qu'ils soient handicapés ou pas, se rejoignent dans le conseil du village et chacun a une voix qui pèse de la même façon dans la prise de décision. Voyez. Et évidemment que le monde n'est pas parfait, mais ça fait quand même une bonne 60aine d'années que le village d'Aigues-Vertes fonctionne sur un modèle démocratique. Et de l'autre côté de la frontière française, il aurait été impossible juridiquement de monter un tel village, voyez. Parce que l'un des socles fondateurs, l'un des présupposés du fonctionnement de l'ESAT à la française, c'est que tout le pouvoir de l'ESAT doit appartenir aux personnes valides. Voyez. De même, on va dire que le reste du système, et même les quelques rares fois où l'on a essayé d'introduire une marge de manœuvre pour les personnes elles-mêmes, pour les personnes handicapées, à chaque fois, cette marge de manœuvre a été plus ou moins réduite, ou en tout cas restreinte par des autorités, on va dire, qui ne sont pas concernées par le handicap. Voyez, c'est tout à fait saisissant de le voir peut-être sous cet angle. Et je pense que
toujours puisque l'on parle de ces instances-là, l'un des principaux obstacles à la question de l'âge adulte ou à la question même du handicap au sens le plus large, il y a précisément cette notion de bureaucratie. La bureaucratie s'étend en matière de handicap, elle est de plus en plus forte, elle est de plus en plus intrusive et elle est de plus en plus normative. C'est assez saisissant. Alors en sociologie classique, il y a un terme pour désigner cela, c'est la loi d'Hérin de la bureaucratie. Alors, dans le monde du handicap, on a un exemple absolument stupéfiant de cela. Et il y a encore une cinquantaine ou une soixantaine d'années, il n'y avait quasiment pas de bureaucratie du handicap. Voyez, vous pouviez, lorsque vous aviez un projet, n'importe lequel, vous pouviez aller voir les élus locaux, trouver des sous et puis démarrer le projet. C'est comme ça que beaucoup d'établissements ont commencé. Souvent, d'ailleurs, c'était même des prêts bancaires que les parents fondateurs rassemblaient et puis le projet démarrait. Vous pouviez faire aboutir quasiment n'importe quel projet. Et je me souviens, bon, je ne suis pas forcément très vieux, mais il y a encore un certain nombre d'années, quand on voulait faire financer un projet, on allait voir la DAS, et puis ça se passait ou pas. Je me souviens, il y a combien d'années, je ne sais même plus, ça devait être en 2006-2007, lorsque j'essayais de faire financer les premiers GEM autisme. À l'époque, il n'y avait pas les systèmes d'ARS, etc. Donc on allait voir les DAS, on allait voir des élus locaux, etc. Puis on bricolait des budgets. Bon, bref, c'était comme cela. Donc, pour ainsi dire, cette croissance de la bureaucratie trouve son couronnement, ce que l'on observe ces dernières années, à savoir que le monde du handicap n'est plus piloté par l'échelon politique, mais par des instances administratives. Et les instances administratives, eh bien, elles ont pour idée première de multiplier les formulaires, les grilles, les cases. Voyez. Plus il y a de sigles administratifs, plus il y a de formulaires à remplir, plus l'administration est convaincue de faire son job. Voyez. Et dans le secteur du handicap, la difficulté, c'est qu'on ne réussira jamais à créer des cases, des grilles où les personnes pourraient se retrouver. Et plus il y a de grilles, plus les cases sont complexes, plus ce sera difficile pour les gens d'y trouver un avenir. Et ajoutez-y malheureusement cette tentation bien propre à la bureaucratie de se considérer comme parfaite. La différence entre un homme politique, on va dire à l'ancienne, et une bureaucratie, c'est que l'homme politique sait qu'il est critiqué, sait que dans le meilleur des cas, il est légèrement populaire, mais qu'il a une bonne minorité de gens contre lui. Mais une bureaucratie a beaucoup de mal à accepter que vous puissiez être critique envers elle-même. Ça, c'est, je dirais, le principe même de fonctionnement. Et dès lors, je dirais, le champ des possibles se restreint drastiquement. Cette observation, à mon avis, explique plusieurs curiosités de l'âge adulte. Une première curiosité, pourquoi tant d'adultes en situation de handicap ou alors autistes, pourquoi tant d'adultes essayent de renier leur autisme ou leur diagnostic. Alors évidemment, ces gens-là, on ne les verra pas dans les événements, par exemple, qui nous rassemblent aujourd'hui par principe, mais il y en a beaucoup de ces gens autistes qui, par exemple, ont eu un diagnostic à l'adolescence et qui, aujourd'hui, font l'impossible pour ne plus être considérés comme tels. C'est assez frappant. Et on le voit dans les universités. Combien de gens essayent, quitte à enchaîner des années de malheur, à renier leur diagnostic. Je pense que l'une des grandes raisons derrière tout ça, c'est pour ne pas retomber dans les cul-de-sac, on va dire, d'un certain nombre de formulaires d'administration. J'en suis à peu près convaincu. Et par ailleurs, cela peut expliquer cette curiosité, pourquoi tant de personnes adultes, par exemple de France,
partent, que sais-je, en Belgique. Quand on parle du fameux, selon le thème consacré, exil en Belgique, on parle toujours du fameux médico-social, mais ce n'est qu'une toute petite portion de la réalité. Et il y a beaucoup d'adultes autistes ou handicapés français qui partent vivre en Belgique alors même qu'ils ne sont pas en établissement. Et ça m'a beaucoup donné à réfléchir et il m'a été donné de beaucoup fréquenter ces gens-là. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est d'entendre de la bouche de certains de ces adultes qu'ils ne reviendront jamais en France, pas même pour revoir leurs parents mourants. C'est très frappant. Et ce ne sont pas des gens mentalement dérangés, si vous me passez cette tournure. Ce sont des gens qui, il y a encore quelques années, auraient très naturellement été sur cette scène, ici même. Vous voyez, donc, pourquoi cela? Il y a cette espèce de sensation terrifiante, c'est pour retomber dans un carcan qui veut à tout prix vous forcer à mener une certaine vie qui n'est peut-être pas celle dans laquelle vous vous reconnaissez, en tout cas celle qui est porteuse d'avenir pour vous. Et puis, peut-être troisième conséquence que l'on peut observer en matière de devenir adulte, c'est cette dramatique inadéquation entre ce que l'on peut proposer tant en termes de solutions qu'en termes de formation, et puis la réalité de vie des personnes. Vous voyez, je ne veux pas me montrer désagréable et je présente mes excuses, d'autant plus que je suis très mauvais diplomate. Mais combien de fois j'ai eu quasiment envie de pleurer en voyant tel ou tel professionnel, excellent par ailleurs, essayant désespérément d'utiliser des outils qui ont été développés, par exemple, pour des enfants autistes, à la question d'un adulte face au ou à la professionnelle en question. Voyez, il y a cette inadéquation profonde, terrifiante entre ce que l'on propose ou peut proposer et puis les besoins de la personne. Moi, ça m'a toujours interpellé, ça m'a toujours chagriné. Et on se rend compte à quel point les outils existants sont démunis ou impuissants par rapport, on va dire, aux situations réelles de la vie. Donc, ce petit laïus tristounet étant fait, si vous le voulez bien, je peux essayer de vous parler au sens strict, cette fois, de l'apprentissage à l'âge adulte. On peut commencer par un petit sondage. Que dit la loi de 2005 sur les formations à l'âge adulte? Oui. C'est une question dont la réponse est pénible. Si vous voyez mon sous-entendu, excusez. Que dit la fameuse loi de 2013 sur l'école inclusive? En fait, elle parle de l'école, mais est-ce qu'elle parle de l'âge adulte? Et si vous faites le bilan, il y a très très peu de textes de droit en France qui évoquent la formation à l'âge adulte. C'est assez dramatique. Alors, évidemment, comme ces dernières années, on a commencé à gueuler, les autorités ont essayé à la hâte, par exemple, de créer un nouveau sous-comité Théodule de réflexion programmatique à horizon 2080 sur l'enseignement. Donc, pourquoi pas? Mais concrètement, on est en grande difficulté parce que le cadre réglementaire est à peu près inexistant. Il y a eu un site web qui a été lancé récemment sur, par exemple, l'enseignement supérieur et le handicap. Et je vous invite à aller voir et vous verrez à chaque fois que vous cliquez sur telle ou telle rubrique, ça finit toujours par vous réorienter vers une phrase: contactez la mission handicap de votre université. C'est assez saisissant vu sous cet angle-là. Mais donc, en réalité, cette question-là de l'apprentissage tout au long de la vie n'a pas été pensée par l'échelon
politique ou autre. Voyez. Évidemment, ma grande terreur serait que, si tout est possible, hein, une création de super ARS destinée à la formation des adultes, là, ça serait la mort, quoi. Hein. Mais, bon, mais donc, qu'est-ce que l'on pourrait concrètement imaginer? Quelles pourraient être quelques pistes hein, pour devenir à l'âge adulte hein? Je crois qu'il y a un premier point, parce que c'est l'objection que l'on m'interjette systématiquement. Il faudrait réussir à s'abstraire du réflexe d'autodéfense syndicale. Je m'explique. Par exemple, dès que vous parlez de cette formation à l'âge adulte, immédiatement, il y aura le syndicat, un des chargés de mission handicap des universités, qui vous sautera dessus et qui vous dira comment vous osez critiquer notre travail, quoi, comment vous osez remettre en cause nos valeurs professionnelles, voyez, et dès lors vous êtes, pour ainsi dire, paralysé, hein, parce que vous avez face à vous hein, ce réflexe d'autodéfense syndicale. Hein. L'idée n'est pas de pointer du doigt tel ou tel professionnel, mais de dire que la fiche de poste n'a pas été bien conçue. Alors, comment est-ce qu'on pourrait repenser cela ? Tout d'abord, premièrement, et ça me semble très important, il y a une règle en Belgique, c'est que s'agissant des adultes, si vous travaillez avec, par exemple, tel ou tel étudiant ou apprenant, vous devez avoir fait les mêmes études que lui. Voyez, c'est très important. Je ne peux pas, à titre personnel, par exemple, accompagner un étudiant, fût-il autiste, qui fait des études de maths. Pourquoi ? Parce que si j'avais cette sotte prétention d'accompagner un étudiant autiste en maths, les discussions entre lui et moi se résumeraient à « bonjour, comment ça va ?» Voyez ? Et comme vous le savez, ce n'est certainement pas la meilleure des questions à adresser à des adultes autistes, quoi. Voyez ? Donc ça, c'est un premier point. Alors, il y a une deuxième raison pour laquelle il est, à mon avis, impossible et il devrait être interdit d'accompagner des personnes qui font d'autres apprentissages que soi-même, parce que tout simplement, si par exemple l'étudiant en maths a des difficultés avec tel ou tel prof de maths, le prof de maths, lui, il sait que vous n'êtes pas matheux ou matheuse et donc il ne vous considérera pas comme son égal. Voyez ? Par contre, si vous-même vous êtes prof de maths, ne fût-ce qu'à temps partiel par exemple, eh bien le prof de maths saura que vous aussi vous êtes son égal, vous êtes son collègue, d'ailleurs il vous connaîtra déjà. Voyez ? Donc, à mon avis, un premier point, l'accompagnement ou l'apprentissage doit être fait avec des professionnels qui suivent, ou plutôt ont suivi, le même type d'études que la personne. Évidemment, on n'exigera pas exactement la même chose. Si, par exemple, pour reprendre le cas des historiens, il y a un étudiant 18e, comme disent les historiens, c'est-à-dire qui fait des études sur le 18e siècle. Si vous êtes 17e, ça peut faire l'affaire, quoi. Alors, je prends exprès cet exemple parce que dans le milieu des historiens, il y a constamment des querelles entre les 17e et 18e, quoi. Bon, ça, c'est un peu les non-autistes, ils ont aussi leurs petites obsessions, quoi, que voulez-vous, hein, c'est juste comme cela. Hein. Il y a un autre point. L'accompagnement et dans les apprentissages à l'âge adulte, à mon avis, ne devrait pas être fait par d'autres étudiants. Pourquoi ? On pourrait avoir ce genre de réflexe. D'ailleurs, vous avez remarqué que Sophie Cluzel, ça a été l'une de ses annonces. Elle veut faire du tutorat entre étudiants à destination d'étudiants handicapés. Bon, j'imagine qu'elle ne savait pas trop quoi promettre, donc elle a lancé cela. Mais ce n'est pas une bonne idée. Alors certes, l'entraide entre étudiants est géniale, mais ça ne doit pas être, le cœur de l'accompagnement pour plusieurs raisons. D'une part, c'est que quand vous avez affaire à d'autres étudiants pour vous accompagner, ces autres étudiants, ils seront injoignables au moment où vous-même vous auriez le plus besoin. Et c'est-à-dire, par exemple, avant les examens, quoi. Voyez ? Donc,
l'accompagnement par d'autres étudiants, même si c'est très sympa, etc., sans doute très nécessaire, ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga de l'accompagnement. Il y a une autre raison, c'est que si par exemple vous utilisez d'autres étudiants pour réaliser cet accompagnement, eh bien vous aurez la grande problématique de tisser des liens avec des gens qui en principe sont comme vous par l'âge, etc., mais qui de fait ne sont pas du tout comme vous. Autre aspect des choses, il y a bien sûr la question des sous, et je reviendrai sur cet aspect des sous, mais disons dès à présent un point, c'est que si vous utilisez d'autres étudiants de la classe pour faire de l'accompagnement, si vous ne les rémunérez pas, vous aurez du soutien une fois sur 4, selon les humeurs et autres des gens, quoi. Je connais la dévotion en la matière de certains étudiants, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il faudra qu'il y ait un aspect rémunération. Mais si vous rémunérez d'autres étudiants, eh bien il y aura, comment dire, des phénomènes, bon c'est triste à dire, c'est sombre à dire, mais il y aura des phénomènes par exemple de captation du bénéfice. Si par exemple tel étudiant est rémunéré pour prendre des notes, alors même qu'il aurait dû prendre des notes en tant qu'étudiant dans le même cours, quoi. Vous voyez, ça pose des problématiques d'inégalité entre les étudiants. Et puis surtout, ça mène à certaines dérives parce que les étudiants finissent par s'arranger entre eux et dire que, par exemple, un tel sera payé pour prendre des notes pour l'autre et puis l'année suivante, c'est l'inverse, ça leur fait un petit supplément de revenus. Malheureusement, on observe ce genre de phénomène-là. C'est triste, mais c'est comme cela. Un autre, peut-être troisième raison pour laquelle on ne doit pas compter exclusivement sur le soutien ou l'accompagnement d'autres étudiants, c'est tout simplement parce que là encore, l'autre étudiant ne pèsera pas lourd face au prof ou ne pèsera pas lourd face à l'administration universitaire ou autre. Donc il est à mon avis nécessaire qu'il y ait un des professionnels dédiés qui soit simultanément enseignant ou prof et qui fasse cet accompagnement-là. Bien sûr, ça pose la question des sous. Pour le moment en France, les quelques très rares universités qui proposent un simili AVS, il n'y a pas d'AVS dans le supérieur comme vous le savez en France, mais qui proposent un simili AVS bricolent des financements issus de différents autres fonds ou lignes budgétaires, par exemple la contribution à la vie étudiante, mais ces fonds-là sont disponibles 1 an sur 2, puis il n'y a plus rien, et puis voilà, donc on ne peut pas, je crois, bricoler un accompagnement durable avec ce type de précarité financière. Pour le dire peut-être par une quasi-boutade, il faudrait que je vérifie mes dates, mais je crois que les AVES dans le supérieur en France aujourd'hui en sont au même stade que les AVES dans l'école en général il y a 20 ou 30 ans. Vous voyez, c'est à peu près ça. On pourrait peut-être le dire par ce genre de phrase-là. Donc, il est nécessaire, je crois, qu'il y ait un fonds dédié et que, pourquoi pas, une partie du salaire puisse être payée par exemple, on va dire des MDPH, quoi. Alors, on a essayé, j'ai discuté avec différents responsables en France, il semblerait que les différentes prestations de la MDPH ne puissent pas servir à payer, par exemple, des AVS du supérieur. Du moins, on n'a pas réussi à monter ce genre de dispositif-là. Donc, à méditer. Je ne suis pas juriste sur cette question, mais ce bricolage-là est la norme en Belgique, par exemple. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Autre peut-être remarque aussi qui me semble nécessaire pour attirer des professionnels, on va dire, motivés de qualité, pardonnez de le dire, mais il y a un certain financement qui est nécessaire. Parfois, je dis de façon badine, pourquoi pensez-vous que les hôpitaux au Luxembourg n'ont aucune pénurie d'infirmières ? Voyez ? Et pourquoi pensez-vous que les établissements ou services liés au handicap au Luxembourg n'ont aucune pénurie de professionnels ?
Voyez? Donc, ce sont des questions qu'on doit pouvoir se dire. Je ne veux pas, être choquant ou blessant, mais présentement, la rémunération des AVES du supérieur en Belgique, qu'on appelle accompagnateur pédagogique, d'après la réglementation, c'est le décret, je crois, du 30 janvier 2014, est fixée à 32 € de l'heure. Voyez? Donc, bon, bref. Alors ça, je crois que et c'est à parité avec les rémunérations comme on appelle les assistants. Donc en France, on dit un maître de conférence. Oui, une parité entre donc ces professionnels et puis les enseignants du supérieur. Ça me semble important. Au-delà des aspects des sous, il y a les questions de, on va dire, logement. Donc non, la question du handicap dans le logement pour les apprenants, pour les étudiants, ça ne se résume pas à vérifier s'il y a une rampe d'accès ou s'il y a un ascenseur pour les personnes en fauteuil roulant, quoi, l'un des trucs que je trouve assez géniaux et que j'ai découvert en arrivant en Belgique, c'est le fait, alors c'est un peu du charabia belge, mais c'est ce qu'on appelle les cotes à projet. Alors, cote, ça s'écrit K-O-T, K-O-T-projet, cote à projet. Alors, cote, en fait, ce sont les logements étudiants, c'est un mot flamand, quoi, voilà. Et donc, l'idée d'un cote à projet, on pourrait en français appeler ça, je crois, une colocation, quelque chose comme ça, c'est qu'il y a donc des étudiants non handicapés avec un étudiant handicapé. Les étudiants dits valides reçoivent une sorte de petite gratification parce qu'ils payent moins cher, parce qu'ils sont logés à côté de l'université et puis parce que tout simplement le logement peut être de qualité, en échange de services rendus à l'étudiant handicapé. Alors quand je dis service, il ne s'agit pas de faire la toilette. Il s'agit par exemple d'aider à trouver tel livre en bibliothèque. Il s'agit par exemple de lui redire que par exemple tel soir il y a un événement de socialisation. Il s'agit, vous voyez, de faire ce genre de petites tâches. Et ça marche à merveille, quoi. C'est quand même assez stupéfiant de voir le sens de la culture handicap qui peut se développer chez des étudiants, on va dire, non handicapés grâce à ce type d'activité quotidienne. Et là, je crois que c'est un point sur lequel on devrait bien réfléchir. En tout cas, qui m'a beaucoup ému, on doit le dire aussi. Un autre point dans les questions de formation, il y a une erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir, entre guillemets, maximiser les chances de la personne autiste en la dirigeant vers les formations où, a priori, l'emploi est le plus facile, en tout cas le plus fréquent. Si on raisonne de la sorte, on incite les gens autistes à faire des études, par exemple, de marketing ou management, ce qui ne correspond que très rarement aux espérances ou aux attentes de la personne. Il faudrait au contraire accepter que dans les lieux de formation, il y ait des cursus marginaux, parce que c'est là, indépendamment de tous les efforts d'inclusion qu'on peut faire, c'est là qu'il y aura le plus de chances de succès, quoi, ou en tout cas le plus de chances de mettre en œuvre des solutions inclusives. Je m'explique. Si vous vous inscrivez dans des études, par exemple, de première année de psychologie, et qu'il y a dans la salle 600 personnes, même si le service inclusion essaye de faire de son mieux, eh bien, vous serez quand même très souvent en difficulté. Par contre, si vous vous inscrivez dans des études, par exemple, de langue ancienne du Moyen-Orient, même en première année, vous serez 2 ou 3. Voyez, ça change totalement. On peut faire des sketchs. D'ailleurs, l'un de mes sketchs favoris de fin de cours, c'est de parler du prof de vieil éthiopien. Mais ça correspond quand même à une forme de réalité. Il est beaucoup plus facile d'adapter totalement les examens et tout lorsque vous êtes dans un environnement avec très peu d'autres étudiants et où le prof, c'est quasiment, je ne dirais
pas totalement votre copain, mais en tout cas quelqu'un qui est à votre écoute, quoi, et qui souvent d'ailleurs a une certaine connaissance de l'autisme, parce qu'il y a pas mal d'autistes dans ce genre d'études-là. Et je me permettrai de mentionner en particulier une faculté, c'est la faculté de théologie. Il se trouve que l'université où je bosse a gardé sa faculté de théologie à l'ancienne, pour ainsi dire. À quoi sert la faculté de théologie? En fait, la faculté de théologie sert à accueillir tous les étudiants qui ne se retrouvent pas ailleurs, quoi. C'est un peu ça. C'est là que vous avez le plus fort taux de biodiversité humaine. Vous voyez? Je m'explique, je sais à peine grinçant, mais c'est un peu ça. Si vous faites des études d'ingénieur et que vous avez 25 ans, alors que les autres en ont 18, ben vous serez un vieux, quoi. Vous êtes un boomer, pour les... c'est comme ça. Pour peut-être les gens extérieurs se disent quand on a 25 ans, on est jeune. Ben non, parce que les autres, ils en ont peut-être 18 et si vous en avez 25, vous êtes vieux, quoi. Donc, voilà. Par contre, si vous commencez vos études à la faculté de théologie, pas de souci, face à l'éternité, qu'est-ce que ça change, voilà. Un autre aspect. Les bibliothèques. Comme nous le savons, les bibliothèques universitaires sont bondées. Ça, c'est un fait. Il y a trop de monde, il y a trop de bruit, très difficile d'y aller. Si vous faites des études de théologie, les bibliothèques de théologie sont vides, quoi. Voyez, il y a des espaces immenses avec des bouquins parfois qui n'ont plus été sortis du rayon depuis 50 ans, quoi. Moi, je me moque un peu, mais il y a de ça, quoi. Vous voyez. Donc là aussi, il y a du potentiel pour vos heures tranquilles en bibliothèque, quoi. Voilà. Autre peut-être également aspect des choses. Il y a, pour ainsi dire, cette taille restreinte qui ouvre la porte aussi à des étudiants venus culturellement de toutes sortes d'horizons. Et comme vous le savez, quand on est autiste, parfois on peut avoir le contact beaucoup plus facile avec des gens, on va dire, étrangers, réfugiés ou migrants, comme on dit de nos jours, etc. Il y a cet aspect-là qui peut jouer, quoi. Et j'ai en tête certains étudiants, par exemple autistes, j'en connais un, quoi, donc il n'est pas du tout russe, ni originaire d'Europe de l'Est, quoi. Il n'a jamais mis les pieds en Russie et il n'a jamais suivi de cours de russe. Eh bien, sauf qu'il s'est mis en tête ces derniers mois d'apprendre le russe par lui-même avec son assimile, quoi. Et maintenant, quand il parle, il a un si bon accent, une si bonne prononciation qu'il pourrait faire speaker dans une télé russophone, quoi. Alors qu'il n'a que quelques semaines d'assimile derrière lui, quoi. Donc, si vous avez ce genre de profil et que si dans votre classe, il y a des étudiants qui viennent de je ne sais quel horizon, ça va vous stimuler, ça va vous motiver, ça va évidemment vous créer des liens avec des gens. Donc, peut-être qu'on peut voir sous cet angle l'utilité de la faculté de théologie. Alors, peut-être pour terminer, je me permettrai d'essayer de m'attaquer à l'un des préjugés les plus tenaces dans le monde de l'autisme. On a tendance à vouloir à tout prix distinguer des gens autistes selon des critères médicaux qui seraient, j'insiste sur le côté hypothétique du serait, défini à vie. Il y aurait d'un côté des personnes autistes qui, par exemple, seraient les fameux petits génies, avec je ne sais quelle prétendue compétence intellectuelle et presque intergalactique ou cosmoplanétaire, et puis de l'autre, ceux que l'on voudrait reléguer, refourguer à la poubelle, quoi. Ce n'est pas cela. Et plus les années avancent,
moins je sais ce que veut dire la déficience intellectuelle, d'ailleurs. Ça, on pourrait en parler longuement. Et je suis convaincu que ce qui détermine le devenir des gens à long terme, ce n'est pas tant tel ou tel paramètre génétique ou je ne sais quel bilan médical établi à l'âge de 3-4 ans, avec tout le respect dû aux professionnels qui font les bilans, mais ce sera ce qui a été proposé ou pas en termes de ressources aux personnes tout au long de leur vie. Voyez. Alors c'est pour cela que j'ai toujours en tête certains de mes étudiants, et des étudiants que je vois souvent de nombreuses heures chaque semaine. Et si d'ailleurs hier après-midi et soir je n'ai pas pu être des vôtres, c'est que j'étais en ligne avec certains de ces étudiants. Donc, vous voyez, j'ai certains étudiants qui ont des handicaps extrêmement lourds. Si je vous montrais des images, des photos, vous diriez, mais c'est un profil masse-femme, vous voyez, pour utiliser ce vocabulaire du médico-social français. Oui, la personne a un handicap très lourd. Oui, par exemple, la seule mobilité de la personne, c'est littéralement de faire comme ça, avec un doigt. C'est la seule mobilité que la personne a. La personne, par exemple, ne peut pas lire, parce que pour lire, il faut une certaine synchronisation des yeux, etc. Et depuis toujours, ce n'est pas un handicap évolutif et que naguère la personne aurait pu faire une scolarité, on va dire, dite normale. Ce n'est pas le cas. Donc cette personne-là qui, a priori, donc, a des handicaps extrêmement lourds, qui, a priori, devrait être dans un lieu fermé, nourri à la pipette, au goutte à goutte, cette personne-là a pu et continue de faire des études remarquables. Voyez. Alors, comment est-ce possible? C'est qu'à certains égards, certains handicaps très lourds sont en fait un atout pour les études. Je m'explique. Au lieu, par exemple, de pouvoir faire la fête et de perdre son temps à je ne sais quelle futilité, eh bien, que ferez-vous? De quoi seront faits vos loisirs? Vous écouterez à la synthèse vocale des livres classiques. Pourquoi des livres classiques? Ce sont les seuls à être gratuits. Donc, vous deviendrez expert d'Alexandre Dumas, vous deviendrez expert du Cid, vous deviendrez expert de Shakespeare et Marlowe, ou de je ne sais quel autre auteur espagnol classique. Et non, à certains égards, le handicap, et peut-être même surtout le handicap lourd, peut être un atout aux apprentissages. Et je suis convaincu qu'on n'a pas fini d'explorer l'intelligence des personnes que l'on considère comme étant déficientes intellectuelles, que l'on considère comme étant bêtes. Et ces personnes-là ont souvent bien plus de compétences qu'on ne le croit. Et dans le monde de l'autisme en particulier, il est tout à fait étonnant de voir quel type de compétences cachées peuvent exister. À nous peut-être de savoir les déceler, à nous de savoir les mettre en lumière. Et quand il est question d'apprentissage tout au long de la vie, je me permets d'y insister. Oui, on peut apprendre à parler à tout âge de la vie. On peut apprendre à parler à 30 ans, à 40 ans. On peut apprendre à jouer au piano à 50 ans passés. Toutes ces choses-là sont possibles. Ce qui retient en vérité les gens, ce sont les préjugés sur leur incapacité ou les documents médicaux qui attestent de leur supposée incapacité. Mais quand on est handicapé, je crois que la grande joie, c'est justement de faire mentir les pronostics médicaux. Ça me semble très important. À la fin, il faut toujours une petite anecdote. Alors, je me permettrai de vous en donner une ou deux qui me concernent, qui, disons, me couvrent de ridicule, mais c'est très bien parce que le ridicule ne tue pas. C'est grâce à ça que je suis en vie. Voyez. L'anecdote qui, en fait, se répète, c'est à peu près la suivante. J'ai la chance de donner toutes les semaines, pas plus tard que cette semaine,
et la semaine suivante aussi des formations dans le médico-social. Et donc, il m'arrive assez régulièrement quand j'arrive le matin dans ce genre d'endroit, donc la personne de l'accueil, donc cette professionnelle qui a l'habitude de voir défiler des personnes handicapées et des personnes valides aussi, et que cette personne à l'accueil me tende des clés, croyant que je suis le nouveau résident, quoi, voyez, c'est en fait c'est très intéressant parce que ça montre que cette professionnelle a compris qu'entre les personnes de l'établissement et votre serviteur, qu'il y avait, on va dire, une unité de nature, quoi, Ça, c'est le bon côté des choses. Le mauvais côté des choses, c'est qu'on se demande pourquoi. Eh bien, les camarades avec qui j'ai passé, mettons, 2 jours, eux, ils resteront entre 4 murs et pour que moi, je serai libre comme l'air ou presque après, quoi. Voyez, c'est la fragilité de la détermination sociale de qui est bête, qui est intelligent. C'est très impressionnant. Également, peut-être dans la même veine, vous connaissez sans doute l'ordre de Malte. Voyez, j'aime bien l'ordre de Malte parce qu'ils ont un côté très rigoureux dans le monde du handicap. Bref, et donc c'était un peu avant le Covid. Les gens de l'ordre de Malte m'avaient invité à une journée de formation à leur siège à Paris. Et donc, je ne connaissais pas ce genre d'endroit. Donc, au petit matin, je me suis retrouvé avec mon sac à dos devant le grand portail de l'ordre de Malte, quoi, à Paris. Et je ne savais pas s'il fallait rentrer ou pas. Et là, il y a une voiture qui arrive. Il y a un monsieur élégamment vêtu qui en sort. Et donc, je lui demande, est-ce qu'il faut rentrer par là? Et le monsieur me fait, non, pour vous, l'entrée n'est pas là. Vous devez descendre la rue, tourner à gauche, marcher sur, je crois, 200 mètres. Et donc, je lui dis, merci, monsieur, merci de m'avoir indiqué un raccourci. Et moi qui m'apprêtais à rentrer par la mauvaise porte. Donc, je suis les instructions, je descends la rue, je tourne à gauche, je marche. Et là, je ne vois pas l'entrée de l'ordre de Malte. Je me dis, j'ai dû me tromper, quoi. Mais en fait, au bout de quelques instants, je comprends. J'étais face à l'entrée de l'asile psychiatrique Sainte-Anne. Le monsieur m'avait envoyé à l'asile, quoi. Et en fait, c'était un jeune médecin qui venait à la journée de formation, quoi. Voilà. Donc, mais la vie est excellente, quoi, mais ça nous montre à quel point, quand on décide des prétendues compétences d'un tel ou un tel, à quel point on se trompe, quoi. Et puis, d'une certaine façon, c'est une chose formidable. Alors, tout à fait pour finir, j'ai quand même une pensée pour toutes ces personnes adultes, les grands adultes, ceux qui n'ont plus leurs parents à côté, qui finissent dans une exclusion très grave, qui sont sans domicile fixe, qui se suicident. Voyez, il y a une différence majeure entre être adulte à 20 ans et être adulte à 50 ans. Quoi. Voyez, les deux sont dans la case adulte, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes réalités. Et puis peut-être qu'un jour, on réussira donc à bâtir une société un petit peu plus, on va dire, acceptante pour la pluralité des personnes. Et je redirai cette phrase qui me tient beaucoup à cœur, que vous m'avez déjà entendu dire tant de fois, c'est que, à mon avis, cette phrase peut et doit être redite. C'est la dernière phrase du préambule de la Constitution suisse. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Voilà, merci beaucoup.
Bonjour, Monsieur Chovanec. Moi, dans mon cas, j'ai été étudiant infirmier jusqu'en 2e année, mais lorsque mon institut de formation en soins infirmiers a découvert mon trouble du spectre autistique, ils m'ont expulsé définitivement de leur institut. Donc je leur ai dit que j'étais sûr qu'il y avait une place pour moi dans ce métier parce que certes, je connaissais mes faiblesses, mais je connaissais aussi mes forces. Ma directrice m'a répondu que même si elle reconnaissait ma motivation et les efforts que j'avais mis en place pour devenir infirmier, elle m'a dit que sur une promo de 150 élèves, si elle doit choisir entre un étudiant infirmier lambda et un étudiant infirmier certes motivé mais qui présentait des difficultés suite à son handicap, elle préférait choisir l'étudiant infirmier neurotypique sans difficulté. Car accompagner un étudiant infirmier avec un handicap demande plus d'énergie, de temps ainsi qu'un accompagnement personnalisé. Et une fois expulsé, ils ne m'ont pas accompagné sur la suite de mon projet professionnel, ce qui est pas très bienveillant et ce qui est plutôt assez c'est un peu ironique dans le domaine médico-social. Bon, bref. Donc ma question, c'est que dire et que faire face à des professionnels comme des recruteurs, des instituteurs qui choisissent systématiquement la facilité et qui ne comprennent pas que si on n'accompagne pas une personne vulnérable, la probabilité qu'elle devienne encore plus vulnérable est d'autant plus forte. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci d'avoir eu le courage, la force de le partager avec nous. Et malheureusement, les histoires telles que celles que vous rapportez sont très nombreuses. Et j'en entends au quotidien, j'en reçois par mail aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me rapporter ce type de choses. Donc, il s'agit malheureusement d'événements récurrents. Ce n'est pas un cas isolé, le fameux cas isolé dont on parle, mais qui en vérité est récurrent. En plusieurs petites tentatives de réponse. D'une part, si par exemple, il y avait un équivalent d'AVS dans vos études, mais quelqu'un qui serait simultanément membre du corps enseignant, je pense que les choses ne se seraient pas déroulées de la même façon, parce que les autres profs n'auraient pas osé se braquer contre l'un de leurs collègues qui serait votre, entre guillemets, avocat ou votre défenseur, ou en tout cas celui qui travaille avec vous, quoi. Ça, je pense que ça, c'est le coup de génie de la réglementation belge, d'avoir institué ce système-là, quoi, qui, dans une bonne majorité des cas, bloque tout simplement le mécanisme d'exclusion parce qu'il y a le réflexe syndical qui fait que les profs ne peuvent pas se retourner contre l'un des leurs, quoi. Ça, c'est un point, quoi. Un autre phénomène peut-être que l'on devrait souligner, c'est qu'il n'y a quasiment aucune instance de défense des personnes, des étudiants par exemple handicapés ou autistes, quoi. Vous voyez, il y a une très grave carence, on va dire, c'est un terme éhonté, de représentation, quoi, mais en tout cas de présence, d'instance que l'on puisse saisir, vers qui on puisse se tourner, quoi. Là, on a une très grosse déficience et qui se comprend parce que lorsque un sujet n'est pas du tout abordé sur la place publique, n'est pas du tout abordé par l'échelon politique, on aboutit à ce genre de situation-là. Et puis là, troisièmement, alors j'hésite à le formuler parce que je ne veux pas me montrer inutilement méchant, mais je pense que ça explique pourquoi dans certaines études en Belgique, il y a 80% de Français, quoi. Un cas de figure relativement récurrent, ce sont par exemple des étudiants ou étudiantes autistes qui veulent faire des études d'orthophonie, et qui donc sont bloqués pour différentes raisons. Donc ces personnes viennent en Belgique, quoi. Alors en Belgique, on ne dit pas orthophonie, on dit logopédie, mais c'est la même chose. En Suisse d'ailleurs aussi, on dit logopédie. Et donc dans les études d'orthophonie, par exemple dans mon université, je crois on doit être à quelque chose comme 80% de Français. Voilà. Donc il y a aussi l'autre facteur explicatif, c'est tout simplement parce que les écoles d'orthophonie en France ne sont absolument pas calibrées par rapport aux besoins, d'où la
carence terrible d'orthophonistes en France en matière d'autisme, ça je crois, dans l'Assemblée, vous le savez, malheureusement très bien. Et donc, si on considère au contraire qu'une personne qui est porteuse, par exemple, de telle ou telle particularité, qui est, par exemple, autiste, que ça puisse être un atout pour un métier d'orthophoniste, eh bien, donc, on pourrait, au contraire, chérir ce type de profil, ce type de professionnel, et chercher à les garder le plus possible dans les études, dans les formations, quoi, voilà. Donc, là, je crois que l'université qui exclut, on va dire, les autistes, elle est bête, elle se tire une balle dans le pied, quoi. Pourquoi est-ce que vous croyez que certaines universités américaines ou israéliennes cherchent aussi désespérément à attirer des étudiants autistes? C'est une question d'investissement malin, quoi, parce que former un chercheur, ça prend des années, ça coûte très cher. Si vous consacrez cet argent à un non-autiste, il ira voir ailleurs parce que telle autre université lui promettra une rémunération d'un chouïa supérieur, quoi. Mais les autistes en général sont beaucoup plus fidèles et loyaux, quoi. Donc si vous investissez dans la formation d'un autiste à des vues de recherche, etc., votre investissement est beaucoup plus sûr, quoi. Donc il y a ce genre de calcul cynique qu'on peut aussi avoir, mais bon, c'est encore un autre débat. En tout cas, merci d'avoir témoigné. Oui, bonjour Monsieur Chovanec, Philippe, membre de l'association Asperger-Lorraine. Je voulais en revenir au sujet de la fameuse bureaucratie française, oui, qui effectivement est, je crois, un serpent de mer que l'on dénonce tous les jours. Mais pour en revenir à tout ce qui est handicap, il est vrai que j'ai une question qui me paraît évidente à poser. Comment se fait-il que dans ces bureaux, alors que la loi française impose par exemple un quota de travailleurs salariés handicapés, dans ces bureaux, il n'y ait aucun représentant de cette famille-là. Voilà, donc c'est vrai que l'administration française se contredit par elle-même. Merci. Alors, si elle ne se contredisait que sur cela, mais bon, juste le nombre d'exemples à donner serait tel qu'on pourrait y passer la journée et ce serait plus déprimant qu'autre chose. Mais il y a quelques jours à peine, donc c'est tout frais, et on ne parle pas de l'époque antédiluvienne, c'est il y a quelques jours. La secrétaire d'État sortante, donc Madame Cluzel, a nommé ces nouveaux petits élus pour siéger au conseil de la CNSA. Donc la CNSA, c'est la grande caisse qui finance un peu ce qu'il y a dans le handicap et pour le secteur de l'âge, comme on dit pudiquement. Dans la liste des personnes nommées par elle, il n'y a aucune personne âgée, il n'y a aucune personne handicapée. Voyez ? Par contre, il y a le papa d'un ministre en exercice, il y a différents hommes politiques qui sont connus pour être proches donc, de l'instance en question, quoi. Enfin, je veux dire de la ministre. Voilà. Donc, c'est un exemple, mais ça fonctionne toujours comme cela. Il faudrait vérifier si c'est toujours le cas, mais donc maintenant, il y a en principe dans chaque ministère des référents handicap. Il y a 1 an et quelques, on s'était amusé à faire la liste et sur tous les référents handicap, il y en a plusieurs dizaines et il n'y en avait pas un seul en situation de handicap. Vous voyez ? Ça fait un peu penser à ces sketchs que l'on pourrait faire sur le nouvel an chinois sans chinois et les associations de défense de femmes où il n'y a aucune femme. C'est un peu du même ordre d'idée. Et quand les personnes elles-mêmes ne sont pas présentes, ça fait que dans la prise de décision, on oubliera, même avec la meilleure volonté du monde, à supposer qu'elle soit présente d'ailleurs, et on oubliera toujours tel ou tel aspect de la vie. Un des exemples qu'on peut citer en boucle, c'est celui donc de mars 2020, avec donc les attestations de sortie. D'ailleurs, c'est un truc très français, soit dit au passage. On a totalement oublié les personnes aveugles, quoi. Et ce n'est que longtemps après qu'en fait on a dispensé les personnes aveugles
d'attestation de sortie, hein, parce qu'on ne savait pas quoi faire, quoi. Mais ça a pris du temps, hein, ça a pris quelque chose comme 2 ou 3 semaines. Dans l'autisme, c'était pareil, hein, ça a pris 2 ou 3 semaines avant que ça ne remonte à l'esprit des hauts responsables. Hein. C'est tout à fait saisissant, quoi, hein. Alors là où peut-être, alors je vais entrer pour 2 minutes sur un terrain un petit peu glissant. Là où peut-être dans le domaine de l'autisme, on a une situation très particulière, c'est qu'un certain nombre de hauts personnages aujourd'hui en France se croient ou sont considérés comme autistes, quoi. Voyez. Alors, par exemple, Castex, lui, il croit dans ses ragots. Hein, ce sont les ragots qui racontent autour de lui. Castex croit que le plus autiste du gouvernement, c'est Blanquer, quoi. Hein, voyez. Je n'y crois pas, quoi, hein, mais aussi au tout début du mandat d'Emmanuel Macron, il y avait le bruit qui a été diffusé de façon assez intentionnelle que Macron lui-même serait autiste et s'était présenté comme une sorte de preuve médicale de sa supériorité intellectuelle. Hein, c'était utilisé sous cet angle-là. Puis au bout d'1 an à peu près, on a cessé de pousser dans cette direction. Hein. Mais ça explique, on va dire, certaines présentations, on va dire, de l'autisme et cette croyance de bien faire sans les personnes. Hein. Voilà, c'est peut-être cela que l'on peut retenir. Hein. Mais en tout cas, oui, je constate avec terreur à quel point le monde du handicap en France devient de plus en plus le bac à sable de l'IGAS, hein, de l'Inspection générale des services, donc, qui veut à tout prix, hein, donc, trouver des cases, hein, trouver des formulaires de plus en plus nombreux, de plus en plus intrusifs et de plus en plus décalés par rapport à la réalité. Hein. C'est assez stupéfiant, quoi, hein. Et malheureusement, je crois que ce n'est absolument pas la solution. Il faut, qu'on le veuille ou non, dès lors qu'il est question de pluralité humaine, accepter une certaine, on va dire, ouverture, une certaine possibilité de devenir en dehors de ce qui était prévu ou planifié par une instance, fût-elle très intelligente, fût-elle centrale et fût-elle porteuse des titres les plus longs et les plus ronflants, quoi. Hein, ça, c'est ma petite conviction. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je voudrais adresser ma compassion et toute ma sympathie envers le premier orateur, en fait, qui a exposé donc son souci par rapport à l'institution. Donc, je lui adresse toute ma sympathie, etc. Deuxièmement, en fait, c'est très intéressant le terme belge de logopédie. En fait, opposé à orthophonie. Dans orthophonie, en fait, on a l'idée de normalisation. Je ne sais pas si vous aviez étudié un peu l'œuvre de Michel Foucault, mais ça me... Oui, bon, vous, Monsieur Chovanec, évidemment, mais je m'adressais au public aussi. Et donc, on a cette idée de correction, d'exercice de pouvoir, voilà, donc du diptyque pouvoir-savoir, alors que dans logopédie, en fait, on a plus une idée, en fait, d'apprentissage du langage. Et donc, ce terme est, je pense, beaucoup plus positif. Voilà. Donc, troisièmement, en fait, donc, Monsieur Chovanec, comment expliquez-vous que les personnes avec autisme, en fait, ont plus de facilité de contact avec les personnes de langue étrangère? Donc, vous avez mentionné votre étudiant russe. Et quatrièmement, en fait, je voulais rebondir sur les accusations ou les insinuations d'autisme envers des hommes politiques. Je pense qu'il faudrait véritablement des personnes du monde politique qui ouvertement puissent se déclarer autistes. Mais ces personnes, dans la politique, en fait, est-ce que ces personnes seraient capables de faire de la manipulation, seraient capables de mentir, ce qui est malheureusement dans la nature de toute personne politique? Là, c'est un peu le point de vue de Niccolò Machiavelli qui s'exprime. En tout cas, merci pour vos futures réponses.
Merci à vous. Merci à vous. Alors, si j'ose tout d'abord revenir sur ce que vous avez dit à propos des sigles et des appellations, quoi, hein. Alors, j'aimerais juste peut-être donner pour goûter la finesse d'un deuxième exemple, le sigle VAE. Vous voyez ce que c'est la VAE, hein? Donc la VAE, en France, ça veut dire validation des acquis de l'expérience, hein. En Belgique, il y a aussi la VAE, mais ce n'est pas exactement le même mot, hein. Il faut bien sentir la finesse. En France, VAE veut dire validation des acquis de l'expérience. En Belgique, c'est la valorisation. En fait, il y a le sous-entendu, c'est qu'en France, il y a une instance bureaucratique qui valide ou invalide, justement plutôt invalide, selon les cas de figure, hein, donc qui vous trie, hein, droite, gauche, voilà. Hein. Alors que lorsqu'on dit valorisation, il y a l'idée que l'instance est en fait à votre service, elle est là pour vous aider dans l'accomplissement de telle ou telle chose. Hein. Ça, c'est le diable se cache évidemment sur le bon vieux dicton dans les détails, hein. Alors, si vous le permettez, sur les histoires politiques, hein, on ne va pas se leurrer, hein. Pour survivre en politique, il faut avoir un profil très particulier, quoi, hein. Et pour peut-être le dire à ma façon, pour n'importe quel poste dit d'envergure, il y a des centaines de candidats prêts à tout, prêts à ramper de Dunkerque à Tamanrasset, à vendre leurs parents. Voilà. Et c'est presque toujours le plus vicieux qui remporte la mise, hein. Donc, si on raisonne comme cela, en termes de hyper-sélection entre un grand nombre de candidats, quoi, hein, eh bien là, on aboutira à un grand nombre de dérapages, hein. Et c'est peut-être, il faudrait réfléchir sous un autre angle et réfléchir non pas en termes de poids de telle ou telle personne au sommet, mais en termes d'implication du plus grand nombre, hein. Et si vous souhaitez avoir une petite lecture rigolote à ce niveau-là, je vous incite à mettre en parallèle le texte de la Constitution française et le texte de la Constitution suisse. Alors, le texte de la Constitution française, c'est un texte de majesté. Le président de la République décide de, le Premier ministre dispose de, voilà, c'est ça. Alors que le texte de la Constitution suisse, c'est tout l'inverse, c'est le texte des petites gens. Les habitants du canton de Uri et les habitants du canton de L'Appenzell se sont réunis tel jour. Et voilà. C'est une toute autre approche, quoi, hein. Et je suis sûr qu'une société, alors certes plus inclusive, mais tout simplement plus mature sur le plan politique, devrait reposer non pas sur le pouvoir encensé de je ne sais quelle personne censée être super intelligente dans un palais, hein, et un bancaire, mais devrait reposer plutôt sur l'application de vous et moi, quoi, hein. Ça, c'est beaucoup plus mûr, c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus constructif, hein. Ça, on pourrait en parler pendant longtemps, mais ce n'est pas forcément le sujet premier de notre discussion. Vous avez parlé des langues étrangères, hein. Là, vous me taquinez un peu, hein, voilà, donc je vais essayer de tempérer mes ardeurs, comme dirait l'autre. Mais en la matière, je crois qu'il y a plusieurs explications, hein. Une première explication, c'est que si vous essayez de vous exprimer dans une langue étrangère, eh bien, vos bizarreries et vos fautes seront pardonnées ou deviendront invisibles, hein, vous voyez. Si, par exemple, je fais la présentation actuelle en français, ben, vous sentirez que je parle un peu bizarrement, vous sentirez que mon phrasé est un petit peu étrange, etc. Mais si je faisais la même présentation, que sais-je, en allemand ou en arabe, ben, les gens diraient, oui, les quelques petites fautes qu'il commet, c'est normal, il est étranger, vous voyez. Et donc peut-être que je serais bien mieux accepté, hein, si je me livrais à cet exercice-là, hein. Par contre, après, j'allais dire, tout le défi, pour ainsi dire, c'est de ne pas choisir une langue qui est trop proche de votre origine culturelle et ne pas choisir une langue que trop d'autres personnes étudient, hein. Par exemple, si vous êtes français et que vous, français autiste, et que vous apprenez l'espagnol,
hein, le décalage ne sera pas assez grand pour que ça gomme totalement, on va dire, vos particularités liées à l'autisme. Mais par contre, par exemple, si vous faites du japonais, en fait, vous serez normal au Japon, quoi, hein. Alors, bon, c'est une façon badine de dire les choses, mais il se trouve que la culture japonaise est proche de l'autisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tant d'autistes fascinés par le Japon, la culture japonaise et le japonais. Et j'oserais dire, hein, cette phrase peut me valoir des ennuis, mais à mon avis, un autiste européen a à peu près le même fonctionnement qu'un non-autiste japonais, hein. Par contre, après, les autistes japonais, ça c'est du costaud, hein, c'est comme on les aime bien. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup, Monsieur Chovanec, pour ce magnifique discours. J'avais une question. On parlait de bureaucratie. L'administration française, au fur et à mesure que le temps évolue, me pose de plus en plus de questions, me fascine. Alors, je ne sais pas si c'est dans le bon sens du terme, mais notamment sur le handicap. Jusque-là, ma mère a fait énormément de démarches pour que j'évolue. C'est grâce à ça que j'ai énormément évolué. Elle a beaucoup persévéré et jamais baissé les bras. Et là, je commence de plus en plus à prendre les choses en main. Bien que sur le handicap, c'est un peu plus compliqué par rapport à la MDPH. Et je souhaitais savoir, c'est comment faire pour que ça ne décourage pas les parents au niveau de l'administration par rapport aux aides. Parce que l'avantage, c'est qu'en France, on a plein d'aides, mais pour y parvenir, ça demande, c'est très chronophage en fait. Et ça, je comprends de plus en plus avec le temps qui passe. Donc comment faire pour ne pas décourager les familles, par exemple, par rapport à l'administration qui est très, très lourde et chronophage en France, d'une manière générale. Je ne sais pas si on aura la réponse, mais voilà. Merci pour votre propos. J'allais dire, bon, je me sens un peu gêné, quoi, hein, parce que je n'ai pas de pouvoir magique, hein, en la matière. Je n'ai pas le pouvoir de changer des réalités, hein, mais simplement, je suis convaincu qu'il faudrait réussir à créer un système où cet échelon bureaucratique, cet obstacle bureaucratique serait aussi restreint que possible, hein. Et je vais donner un exemple d'un territoire français, donc là, il y a pas, c'est pas un pays étranger, c'est la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, sur le plan juridique, est autonome, hein, c'est-à-dire, mis à part quelques domaines très restreints de type défense, etc., la Nouvelle-Calédonie est autonome, hein. L'avantage, c'est que si, par exemple, vous relevez de la question du handicap, vous pouvez à tout moment contacter directement la ministre des Personnes handicapées, Madame Chamorro, Isabelle Chamorro, hein, c'est en Nouvelle-Calédonie, c'est elle, hein. Vous pouvez la voir, hein, au téléphone ou la voir en vrai, quoi, hein, voyez, et sans trop de difficulté. Si, j'allais dire, on réussit à maintenir la bureaucratie à ce niveau, on va dire, humain, hein, les choses se passeront beaucoup mieux, quoi, hein, voyez. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue et qui m'a laissé longuement songeur avec la Madame Autisme de la communauté germanophone de Belgique, hein, oui, parce qu'en Belgique, il y a une communauté germanophone, hein, il y a des germanophones en Belgique, hein. Et elle m'avait dit que la communauté germanophone, c'est génial parce que s'il y a un souci, par exemple, dans le handicap, en l'espace de 15 minutes, grand maximum, j'ai le ministre au téléphone. Voilà. Et ça, j'allais dire, lorsqu'on peut réussir à avoir relativement facilement une personne humaine et non pas un ordinateur au bout du fil, hein, on peut réussir à débloquer les situations et on n'a pas à consacrer des milliers d'heures à tenter de remplir des formulaires avec un résultat plus qu'incertain. Alors certes, il peut y avoir des aides, mais si toutes les milliers d'heures consacrées à remplir des papiers, on les consacrait à travailler ne fût-ce qu'au McDo, peut-être qu'on aurait plus de sous.
que les aides décrochées en remplissant les dossiers, quoi. Hein, bon, c'est un peu provocateur ce que je dis là. Mais après, c'est pas qu'une question d'argent. Après tout, bon, l'argent, ça c'est une chose, mais c'est ce côté presque humiliant, cette sensation d'impuissance, cette angoisse d'être face à une machine qui peut vous broyer d'un instant à l'autre. L'idée que, par exemple, l'AAH peut vous être bloquée pour des raisons indéterminées, ou elle peut vous être versée en double pour des raisons indéterminées, et vous ne saurez pas vers qui vous tournez. Je crois qu'il n'y a pas de plus déstructurant à long terme que cela, quoi. Ça, c'est, et je suis convaincu que cette, on va dire, cet côté aliénant de devoir de dépendre dans son sort humain de la décision d'une administration, quoi. Ça, c'est l'une des choses les plus fâcheuses, l'une des choses les plus destructrices à long terme, quoi, hein. Bon, chacun a sa perception des choses, hein, mais bon, c'est ma petite idée. Oui, dites. Bonjour. C'est bon? Ouais, nickel. Alors moi c'est Mathieu. Alors je fais référence au premier qui a parlé et aussi à celui qui a parlé de beaucoup de choses là-bas. Voilà, bon, moi je viens aujourd'hui pour vous poser quelques questions parce qu'il y a des choses qui me laissent un peu perplexe dans cette société. Notamment, exemple tout bête, j'ai passé mon permis de conduire. Bon, j'ai passé 2 ans à faire le code, j'ai passé 1 an à faire mon permis, à avoir mes leçons de conduite, en quelques 60 heures, bon bref, ça s'est fait. En plein milieu, j'ai eu la mauvaise idée, et ça m'a couvert de honte aussi, d'avouer que j'avais des problèmes d'être autiste Asperger, ce qui m'a valu de suspendre mes leçons et de me dire « Ah bah écoutez monsieur, vous allez aller chez un médecin spécialisé pour avoir une ordonnance comme quoi vous pouvez reprendre la conduite. » Alors que je vous parle comme vous et moi, il n'y a pas de problème. Au volant, j'étais certes anxieux, je pouvais avoir des petites crises d'angoisse ou être un peu, faire pilote automatique, mais rien d'alarmant, quoi. Je suis venu ici en voiture d'ailleurs pour venir vous voir. Mais voilà, je comprends pas en fait cette manière dont on met des cases sur un handicap en mode ah vous avez ça, boum, vas-y faites ça, faites-moi pas chier, c'est parti. Et il y a aussi autre chose du coup, je l'ai eu entre temps donc pas de souci. Il y a aussi la question de, je comprends qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se revendiquent Asperger et c'est très bien parce que justement on essaie de combattre un peu tous les préjugés, toute la paperasse et tout ça et c'est bien qu'il y ait des gens qui puissent avoir le courage de, du coup, faire des procédures pour leurs enfants comme moi, on me l'a fait pour moi. Il y a aussi une autre question, c'est justement ça, ce que j'ai envie d'aborder, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'autodiagnostic, tous ces gens qui disent « Ah ouais, je suis tel truc, je revendique tel truc », alors qu'ils ont vraiment rien qui le spécifie, juste peut-être dans un mauvais but, ou... Voilà, parce que c'est pas fun d'être autiste, c'est pas fun d'être TDAH, c'est pas fun d'être autre chose, c'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup de challenge au quotidien. Et voilà, il y en a qui l'arborent sur leur profil Insta en mode « Coucou, je suis ça, regarde, bonjour, je suis beaucoup plus... » Voilà. C'est tout, merci. Merci beaucoup à vous. Alors, sur la question du permis de conduire, tout d'abord, mes félicitations. Vous êtes bien plus avancé que moi, je ne l'ai pas. Donc, bravo à vous. C'est une chose qui mérite d'être soulignée. Alors, sur les problématiques dont vous avez fait l'objet, il y a la question des cases, mais il y a aussi le fait que les cases soient totalement inappropriées. Parce que ma dernière vérification date d'il y a 2-3 ans, ça a peut-être changé depuis, mais il y a 2-3 ans, en France, il n'était pas juridiquement prévu que des autistes passent le permis. Et dans la réglementation, il y a toutes sortes de cas de figure, par exemple, personnes diabétiques, et là, il y a toutes sortes de cas de figure, il y a la case, par exemple, comment c'est, je crois, psychose, là aussi, il y a, voilà, mais il n'y a pas de case autisme, du moins, il n'y en avait pas, il y a 2 ou 3 ans, à vérifier si ça a changé. Et donc, dès lors qu'il n'y a pas de case prévue pour, soit alors vous vous aplatissez et essayez de rentrer dans une autre case, par exemple la case psychose, quoi,
quoi. Hein. Soit alors, vous êtes l'ennemi de l'administration parce que vous refusez de remplir le dossier, quoi. Hein, voilà. Et en tout cas, dès lors que vous rentrez dans le mécanisme, évidemment, il y aura tout, je dirais, les cerbères, quoi, successifs, quoi. Vous devrez passer devant tel médecin spécialiste qui, évidemment, n'a jamais entendu parler de l'autisme, puis vous devrez, etc., etc. Et vous vous retrouverez dans des situations sans issue, quoi. Et alors, j'allais dire, bon, ça sera sans doute malvenu, quoi, mais on peut presque dire bienvenue en Belgique. Voilà. Et comme le disait l'autre, le permis en Belgique n'a pas de points, quoi. Hein, donc, vous voyez le sous-entendu, quoi. Hein, mais bon, bref, ça c'est un autre débat encore. Hein. Et il y a, alors je ne dirais pas que les choses soient parfaites, loin de là, mais en matière d'obtention du permis en Belgique, ça peut être beaucoup plus souple, quoi. Hein. Vous pouvez, je dirais, il y a plus d'options pour le décrocher, quoi. Hein. Y compris par une sorte d'auto-apprentissage, parce qu'en Belgique, dès lors que vous avez le code, vous pouvez rouler, quoi. Hein. Vous avez une sorte de permis uniquement pour la Belgique, vous ne pouvez pas sortir de Belgique, mais vous pouvez quand même rouler localement, hein, et au bout d'un certain nombre de kilomètres, etc., vous pouvez décrocher le vrai permis. Donc ça peut être plus rustique, quoi, hein, et plus fonctionnel, plus intéressant, hein, par exemple pour des profils un peu différents. Ça, c'est une chose. Par rapport à la deuxième question que vous posez, je dois repérer d'abord les sorties de secours, quoi. Hein, parce que c'est la question délicate par excellence. Hein. Mais j'essaierai de dire, hein, qu'en matière d'autisme, les personnes qui le claironnent le plus, en général, le sont le moins, quoi. Hein. Vous voyez, bon, c'est... bien sûr, il y a beaucoup d'exceptions, hein, mais globalement, hein, vous voyez, un Japonais n'a pas besoin de dire qu'il est japonais, quoi. Hein. Les gens comprennent qu'il l'est rien qu'en le voyant, quoi. Hein, vous voyez, donc il y a cet aspect-là. Alors bien sûr, c'est un peu grossier comme affirmation parce qu'il y a quantité d'exceptions, quantité de cas particuliers. Hein. Mais ce qui est, je crois, le plus important, le plus intéressant, ce n'est pas forcément, comment dire, de raisonner en termes de cases, mais c'est de raisonner en termes de liens, c'est de raisonner en termes de cheminement humain, de cheminement commun, quoi. Hein. Et c'est pour ça que quand vous avez des amis, qu'ils soient porteurs de tel ou tel handicap, j'allais dire, au bout d'un certain temps, on n'y pense même plus. Hein. Lorsque j'avais pu travailler pendant près de 8 ans pour ce monsieur aveugle de naissance, en fait, je vous assure qu'on n'avait même plus la sensation que ce monsieur soit aveugle, quoi. Hein. Et de même pour d'autres handicaps. Hein. Par exemple, certains de mes étudiants avec qui pourtant je passe des heures et des heures chaque semaine, je dois vous avouer que je ne sais même pas le nom médical de leur handicap. Alors, je l'ai quelque part dans un dossier, hein. Pas que ce soit secret, je pourrais le retrouver, mais en fait je n'en ai strictement rien à faire, quoi. Hein, vous voyez. Et lorsque la personne à vos yeux se définit non pas par telle ou telle clause ou grille, mais par son prénom, par ce que vous savez d'elle, par ce que la personne aime faire et sait faire. Là, je crois que c'est une approche beaucoup plus inclusive que de vouloir, on va dire, à tout prix, on va dire, être obsédé par des, on va dire, classifications qui de toute façon changent et évoluent à une vitesse considérable. Hein. Savez-vous, aujourd'hui, l'autisme n'a rien à voir avec ce qu'était l'autisme il y a 10 ans encore. Hein. C'est rien 10 ans, quoi. Hein. Le monde change tellement vite, hein, et de façon si puissante, hein, que ça nous donne un peu à réfléchir. Mais au-delà, on va dire, des appellations, ce sont les personnes elles-mêmes qui comptent et ce sont ces personnes qui demeurent. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir Joseph.